notre plateau. Bon après-midi, bonnes vacances pour ceux qui sont là, qui sont venus sur les plages, qui sont venus. N'oubliez pas d'aller voir nos artisans, surtout, je vous le rappelais encore en fin d'émission. Mais je commence par ça, n'oubliez pas d'aller voir nos artisans, profiter pendant que vous êtes là pour vous ressourcer, acheter des produits, toutes sortes de produits qu'ils fabriquent. Et ils ont vraiment besoin de vous. Donc bonnes vacances et profitez pour aller manger des glaces, des sorbets, tout ce qui se fait au niveau local. Donc bienvenue sur notre plateau. Comme d'habitude, nous allons parler d'entrepreneuriat. Comme vous le savez, on a commencé une chronique avec Monsieur Gilles Casimir qui va nous faire un petit peu de coaching en fin d'émission. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça se passe bien, vous allez bien? Très bien, merci. Bon, bah super. Avec nous cet après-midi, Jasmina Legros qui était la marraine de nos étudiants, enfin de nos bacheliers. Bonsoir, bonsoir. Tout s'est bien passé? Nickel. Impressionné par le niveau des bacheliers aussi cette année. D'accord. Bon bah super, on va en parler tout à l'heure, mais avant nous partons en Martinique. Comme vous le savez, il y a une jeune femme qui s'appelle Magali Belmo qui travaillait avant chez Amazon et qui a tout plaqué pour rentrer chez elle. Elle a fait un retour au pays et aujourd'hui elle travaille pour le groupe Digicel. Bonsoir, est-ce que vous allez bien? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je vais très bien, merci de m'avoir invitée Sabine. Alors, merci pour votre présence avec nous cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, s'il vous plaît, et nous présenter votre parcours? Très bien, avec plaisir. Écoutez, je m'appelle Magali Belmo, comme vous le savez, j'ai 36 ans. Je suis martiniquaise où j'ai grandi et effectué ma scolarité jusqu'à mes 18 ans. J'ai effectué ma classe prépa encore en Martinique. Et par la suite, je suis partie, comme beaucoup d'entre nous, pour compléter le parcours d'études supérieures, ce qui m'a amenée à Bordeaux ainsi que dans d'autres territoires, aussi bien à Porto Rico qu'au Japon qu'en Angleterre. Et je me suis posée pendant 12 ans à Londres, où j'ai pu vraiment développer ma carrière. Récemment, comme vous l'avez expliqué, j'ai travaillé chez Amazon pendant 2 ans et demi. Et j'ai décidé en 2020 de rentrer en Martinique. Donc, j'ai fait ce changement et pris cette décision il y a quelques mois. Je suis de retour depuis 6 mois en Martinique. Ah, 6 mois, donc c'est effectivement un tout jeune retour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc vous nous avez dit les différents postes que vous avez occupés, comment vous êtes venu l'idée de faire cette formation? Est-ce que vous êtes venu en Martinique et vous avez commencé en plus votre processus scolaire, donc chez nous? Tout à fait. J'ai effectué ma classe prépa encore en Martinique. Il est vrai que plus jeune, j'avais déjà cette envie d'ailleurs, d'explorer aussi bien la France hexagonale que d'autres pays. Donc j'avais déjà vraiment cette envie d'être dans le commerce, le développement international, les échanges culturels, ce qui m'a amené à partir après la classe préparatoire et effectuer donc ce parcours en master en école de commerce. J'avais vraiment donc cette envie d'échange avec d'autres cultures, ce qui m'a amené bien sûr à Londres notamment, mais ce qui ne m'a pas empêché de faire ce retour au pays qui était une décision relativement rapide, mais je pense qui menait son cours depuis quelques temps. Alors, c'est bien de partir, moi je le dis souvent à nos jeunes, pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir apprendre, mais après, qu'est-ce qui vous a causé ce petit déclic où vous vous êtes dit, là, maintenant j'ai bien appris, surtout que vous étiez en poste dans des grandes sociétés, donc où vous vous êtes dit, là, il faut que je revienne en Martinique? Effectivement, je ne pense pas que le départ soit une issue obligatoire, mais c'est quelque chose que je ne regrette pas. Mon parcours m'a amené aussi bien à Porto Rico qu'au Japon, comme je l'expliquais, des expériences inoubliables. Et je pense qu'inconsciemment, je développais ce besoin et cette envie d'être plus proche de ma famille, de mes amis, encore une fois de la culture de base que j'ai reçue sur mon territoire natal. Par contre, on va dire que la pandémie a accéléré les choses l'année dernière, où je suis rentrée en Martinique pendant 3 mois en télétravail. Parce que j'étais en télétravail comme beaucoup de personnes et je me suis retrouvée dans cet équilibre entre travail et vie en Martinique où je me suis retrouvée en me disant tiens, je souhaite prolonger
prolonger cette idée et je me suis projetée assez rapidement dans une vie permanente en Martinique. Donc, j'ai pris la décision assez rapidement. Effectivement, j'étais en poste à Amazon et ça se passait très bien. Mais l'envie de retour et d'apporter mon expérience, de découvrir, vraiment de me reconnecter avec mes racines, ça a été beaucoup plus fort. Donc la décision était difficile, mais je l'ai prise de façon tranchée et j'ai enclenché le processus de recherche d'emploi. D'accord. Alors, quel est votre regard sur notre niveau au niveau des ingénieurs, de choses informatiques qu'il faut mettre en place, de la manière de travailler. Quand on sort d'une grande entreprise comme Amazon, vous voyez, j'imagine tout de suite la différence, même si Digicel c'est vraiment une grande entreprise, mais il reste beaucoup de choses à faire. Quel est votre regard sur ça ? C'est une bonne question. Il est vrai qu'à Amazon, les process sont très finement mis en place, appliqués, etc. Il est facile d'avoir un regard assez critique. Mais étant rentrée depuis quelques mois, j'ai une appréciation des modes de travail en Martinique ainsi qu'en Guadeloupe qui est forcément imparfaite. Je n'y suis pas rentrée depuis assez longtemps. Mais en étant à Digicel, je fais face bien sûr à des experts métiers qui connaissent très bien leur boulot et qui pour le coup me l'expliquent aussi très bien. Donc je suis agréablement surprise. Je n'avais pas nécessairement d'a priori, mais du coup je travaille aussi bien dans mon équipe directe, des personnes qui connaissent très bien encore une fois la partie des données, la maîtrise de l'analyse, tout ce qui est mise en place de projets, de solutions techniques pour nos clients. Donc ravie. Après, il y a forcément des choses à mettre en place, mais que je peux aussi découvrir en parlant avec d'autres startups implantées ici en Martinique ou en Guadeloupe. Donc la feuille de route, elle est bien sûr assez vierge pour continuer à apporter aussi bien mon retour d'expérience que ce que je vais découvrir sur place et que je pourrais amener au sein de mon entreprise. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez déjà eu l'idée de parler peut-être à nos jeunes dans les écoles, dans les établissements, afin de les inciter à aller apprendre comme vous et à revenir ? Parce que tout ce qu'il y a à mettre en place, il faut bien de la main-d'œuvre. Et tant qu'à faire, comme nos jeunes, bien souvent, ne veulent pas partir, ils le font vraiment par dépit parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Est-ce que vous avez mis en place un processus ou est-ce que vous allez mettre en place un processus pour les inciter aussi à revenir ? Alors, pas encore. Il est vrai que cette intervention, ainsi que les autres que j'ai pu faire récemment, je l'espère, peuvent amener à inspirer, à inciter à certaines prises de décision, d'orientation de parcours scolaire et professionnel. Dans mon parcours à Londres, j'ai eu l'occasion d'être coachée, mentorée, c'est essentiel et j'encourage vraiment les gens à se rapprocher de personnes avec plus d'expérience, qu'ils admirent, avec qui ils ont envie de discuter. Mais j'ai eu aussi l'occasion d'apporter du coaching à différentes personnes dans différents cadres, aussi bien des étudiants. Je ne l'ai pas encore mis en place ici aux Antilles, mais je le ferai avec plaisir, oui. D'accord, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre présence, c'est très important. Vous avez vraiment un super beau parcours. Vous servez d'exemple à nos jeunes, parce que même nous en Guadeloupe, lorsqu'ils voient que vous avez pu travailler dans une grande entreprise et que vous avez décidé de revenir pour faire avancer les Antilles, pour faire avancer la Martinique, c'est vraiment une très bonne idée. Une dernière question, est-ce qu'au niveau de la formation, ce ne sera jamais suffisant, mais vous avez quand même pu faire le maximum de formation possible sur place en Martinique. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment développer la formation de nos jeunes ici de manière à ce qu'ils puissent moins partir et moins après travailler à l'extérieur ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Absolument, il y a de plus en plus de parcours spécialisés qui ont besoin d'être développés sur nos îles, sachant qu'en plus beaucoup de parcours sont digitalisés maintenant. Il est possible de rester aux Antilles et en Guyane et de finalement se former avec différentes institutions par le monde. Je pense que la pandémie a également accéléré les choses à ce niveau, donc il faut bien sûr considérer ce point. Et par rapport au retour, c'est aussi un travail qui doit être fait au niveau des infrastructures, des choses qui peuvent être facilitées par les politiques également pour faciliter le retour au pays. Donc trouver de l'attractivité sur nos territoires parce qu'il y en a. Il faut vraiment la mettre en avant, que plus d'entreprises se positionnent pour faire appel à nos talents locaux et leur facilite cette démarche de retour au pays. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Ce que je vais faire, je vais garder vos coordonnées et je vais vous rappeler dans 6 mois, comme ça fera 1 an pour vous. Et je vais vous poser quelques questions pour savoir comment cette année s'est passée et vous allez nous expliquer tout ça, si ça vous va. Avec plaisir, Sabine, merci beaucoup. Merci beaucoup, bon après-midi à vous en tout cas, merci pour l'intervention.
Au revoir, à bientôt. Au revoir. Voilà, donc c'était Madame Magali Belmo qui est directrice marketing et digital à Digicel Antilles-Guyane. Donc elle a fait des études comme vous avez entendu. Elle a commencé ses études, son parcours en Martinique. Elle a pu partir après travailler à l'étranger. Elle est passée par l'Angleterre. Elle a fait pas mal de choses. Et là, elle a décidé de revenir. Et effectivement, il y a beaucoup de choses en plus à faire dans nos départements. Donc on peut plus se permettre de laisser toutes nos têtes partir comme ça, aller travailler dans tous les pays du monde, faire rendre tout le monde riche sauf nous. Non, non, non. On veut aussi que vous nous rendez riches. Donc on va suivre tout ça. On va regarder quel est le parcours de cette superbe jeunesse qu'on a. Et on est sur la bonne voie, n'est-ce pas, Madame Legros? Oui, totalement. Pour avoir été la marraine de la cérémonie de remise des prix des bacheliers, je remercie encore la région et le département. Apparemment, c'était la première fois qu'ils organisaient la cérémonie ensemble. Voilà. Donc, impressionnés, comme je disais tout à l'heure, par le niveau, la qualité des notes, parce qu'ils nous ont affiché les notes des meilleurs bacheliers, toutes communes confondues. Ils n'ont pas tous pu s'exprimer, mais en tout cas, ceux qui ont eu la chance d'avoir le micro, on sent qu'il y a de la volonté de revenir ici, s'ils le peuvent. On sent aussi qu'il y en a qui préféraient continuer leurs études sur le territoire. Je sais que Madame la rectrice et le représentant de l'université, ils ont pu s'exprimer aussi sur le fait qu'il y avait pas mal de formations qui ont été mises en place sur le territoire depuis quelques années qui permettent aux jeunes d'éviter de partir s'ils n'en ont pas envie. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu la chance de poursuivre mes études ici. Donc, comme la personne qui s'est exprimée tout à l'heure, j'ai fait les classes préparatoires en Guadeloupe. Mais du coup, tout ce qui est école d'ingénieur, école nationale supérieure, on est obligé de partir. Je pense que, si je ne me trompe pas, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore le cas. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, même s'ils ont beaucoup avancé entre-temps sur la formation initiale ici. Exact. Donc, tout ce qui concerne la chimie, sauf si je me trompe encore une fois, mais je crois que nous sommes obligés de partir encore. Ici ou au Canada, je crois. Voilà. Et du coup, c'est bien de garder en tête le retour au pays. Je pense que exactement comme notre chère martiniquaise, moi, guadeloupéenne, je ressentais aussi ce besoin-là de retrouver mes proches. La culture n'est pas la même, même si nous sommes français, mais la culture est différente. Le lien qu'on a avec notre famille aussi, il est différent. On a besoin de ça, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou peu importe, si on travaille dans une grande entreprise aussi. Je pense qu'on a besoin de soutien moral. C'est essentiel. Tout seul, on a du mal à avancer. Et c'est le message que j'ai voulu faire passer aux jeunes. Partez loin. C'est important d'aller voir ce qui se fait autre part, parce que c'est comme ça qu'on peut s'enrichir et entretenir la créativité aussi qu'on a au quotidien, voir comment ça se fait, récupérer le savoir-faire, mais revenir l'appliquer sur son territoire, parce que c'est comme ça qu'on fera grandir, je vais utiliser le terme, la signature territoriale, parce qu'il n'y a que les Guadeloupéens qui pourront garder cette signature Guadeloupe, en fait. Si on s'amuse à avoir d'autres populations comme ça se fait dans d'autres grandes villes, après les pays sont plus grands. Voilà, ça c'est mon avis. On sera New York à Pointe-à-Pitre. On sera métropole. Ouais, voilà. On sera métropole en Guadeloupe. Et l'idée, je pense, d'après les discours de Monsieur le Président de région et du nouveau président du parti. Ça fait 3 semaines que je les ai. Ils vont se dire, la fille a grandi en France, ça vient de dire tout le monde est guadeloupéen. Ouais, mais ça fait 3 ans que je demande ça, donc oui. Non, ils ont ce discours-là et je pense qu'ils ont incité tous les bacheliers qui étaient présents à se projeter et avoir une réflexion sur comment aider en revenant sur le territoire ou comment aider en étant déjà sur place, quoi. D'accord, donc très important. On va voir justement quelle politique ils vont mettre pour développer l'emploi, puisque c'est la région qui s'occupe de l'économie. Et pour que les gens restent, il faut qu'ils puissent se projeter, il faut qu'ils puissent travailler. Exactement. Donc ça va être un point que je vais suivre de très très près, de très très près, on connaît déjà. Alors vous nous avez envoyé une petite vidéo pour vous faire une petite présentation. On vous la passe tout de suite et on revient après.
Voilà, donc ça, c'est votre gamme de produits, une gamme de produits que vous avez créée il y a à peu près 10 ans maintenant. Oui, ça fait 10 ans que j'ai travaillé dessus et la gamme cosmétique est sortie il y a 7 ans, 2014 en fait. Voilà, donc pour les gens, bon, on vous connaît déjà, hein, mais rappelez comment vous avez eu l'idée de récupérer les marcs de café Oui. pour lancer une gamme de produits naturels, en Des fait. produits cosmétiques. Donc, comme je le disais tout à l'heure, classe préparatoire en Guadeloupe, partie faire mes études en Alsace, à l'ENS Chimie Mulhouse. Et j'ai grandi en ayant en tête l'idée d'utiliser mes ressources, hein, tout ce qu'on retrouve dans la biodiversité locale, pour en faire des produits à utiliser au quotidien. Parce qu'encore une fois, je ne cesse de répéter, je ne comprenais pas pourquoi on avait des gels douche à la fraise, ou à la pomme, ou je ne sais trop quoi, à la pêche aux abricots, alors que on a une diversité de fruits avec des saveurs vraiment exceptionnelles, mais on ne retrouvait pas ça dans les supermarchés en fait. Et du coup, je suis partie avec ça, en nourrissant ça. Et au fur et à mesure, les opportunités se sont présentées à moi. Mais ce sont vraiment des opportunités qu'il faut savoir saisir à un moment donné. Donc, j'ai eu mon diplôme en poche et le directeur de l'école a mis en place une fabrique d'innovation pour permettre aux jeunes diplômés en chimie de travailler sur leur projet d'entreprise ou une idée qu'on avait. Je me suis retrouvée assise en fait sur un bureau avec 2 feuilles blanches en me disant, bon, je sais que j'ai envie de travailler en Guadeloupe avec les ressources de Guadeloupe, mais qu'est-ce que je fais maintenant? C'était pas inné. Enfin, on sait qu'on a envie de revenir pour faire des choses pour le pays, mais il y a tellement à faire qu'on ne sait pas trop dans quelle direction partir. Et ça, j'ai eu l'occasion de lancer le message là aux touristes en bachelier. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de démarrer avec quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi, c'était de me dire, je suis dans la chimie déjà, restons dans ce secteur d'activité parce que j'ai récupéré le savoir-faire. Et du coup, posons sur le papier tout ce qui existe sur le territoire avec lequel j'ai envie de travailler, c'est-à-dire à Guadeloupe. Et puis voyons où est-ce qu'il y a des failles, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau. Et tout est parti de là, en fait. J'ai fait le constat en 2011, donc ça nous renvoie 10 ans en arrière, qu'on avait des ressources naturelles, mais qui finissaient à la poubelle et qui coûtaient pas mal d'argent aux personnes, c'est-à-dire associations, entreprises, petits agriculteurs, petits producteurs. Ça leur coûtait de l'argent de s'en débarrasser. Et personne ne s'est dit, pourquoi payer pour se débarrasser de quelque chose qu'on peut encore utiliser et puis transformer ça pour faire rentrer de l'argent, en fait. Personne ne s'est dit ça. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par l'association Verte Vallée, qui s'occupait du domaine de la Grivelière, à Vieux Habitants. Tout de suite, ils m'ont accompagnée et ça, je remercierai toujours parce que c'est pas évident de voir une jeune fille de 25 ans arriver. Donc, merci, Verte Vallée. Qu'est-ce qu'elle connaît? Enfin, on a souvent cet a priori. Voilà, et ça, je l'ai eu aussi par des banquiers, par des comptables, par d'autres choses. Je ne parlerai pas de toutes les expériences que j'ai vécues, mais souvent, c'est ça. Petite fille, 25 ans, qui fait pas très chef d'entreprise, j'ai pas de costard, cravate, etc. Donc, je remercie encore... je les remercie d'avoir vu l'idée, l'innovation, le potentiel et de m'avoir accompagnée sur ça, d'avoir mis en place, parce qu'ils avaient quand même un travail à faire, c'est-à-dire plutôt que de jeter le marc de café après la dégustation des touristes ou des locaux, donc il y avait un travail de récupération, ne pas le mélanger au papier, aux petites cuillères, gobelets, etc. Vraiment faire un tri et repasser par une étape de séchage, en fait, du marc de café pour qu'il n'y ait pas d'humidité et que ça ne craigne pas. Donc repasser par ça, reconditionner et puis marquer le numéro de lot qui correspondent à leur production, parce qu'en cosmétique, on se doit d'avoir une traçabilité. Donc ça fait partie de la réglementation. Donc ils ont fait ce travail-là pour moi, pour créer une filière de recyclage du marc de café, pour qu'aujourd'hui, mon entreprise puisse être capable de proposer une huile, en fait, de soins pour la peau et les cheveux à partir du marc de café de Guadeloupe. Et c'est pas pour être chauvine, mais j'ai fait des essais sur différents cafés, en fait, qui viennent de différents endroits. Et le nôtre est le meilleur. Mais oui. Mais ça, on le sait, tout le temps on vous le dit. Les tests montrent ça. Tout le temps on vous le dit. Le miel, pareil. Pareil, mais c'est vraiment ça. Même nos algues sont meilleures en termes de alors, j'allais pas dire nutrition, mais enfin en termes de minéraux qui vont à l'intérieur. Les oligo-éléments qui sont constitués. Non, mais c'est juste impressionnant. Après, c'est pas de notre fait. Les analyses ont été faites. Oui, c'est ça. Et du c'est coup, comme ça. Voilà, j'ai pu démontrer que la qualité de l'huile de carapate, faite traditionnellement en Guadeloupe, le miel toute fleur, donc récolté en Guadeloupe, le marc de café, le beurre de mangue fait avec les amandes en local, qu'est-ce que j'utilise encore,
l'huile de coco pressée à froid ici. Tout ça vont donner un produit cosmétique vraiment qualitatif et on verra la différence si on utilise une huile de coco qui a été préparée en Inde, en Indonésie ou l'huile de ricin qui est différente de l'huile de carapate, mais on pourrait aussi l'utiliser, qui est faite en Chine ou autre part. On voit vraiment la différence. Et du coup, mon message était, même si c'est plus cher de travailler avec les ressources locales, il faut être conscient de ça, parce qu'on n'a pas d'industrie. Les filières ne sont toujours pas organisées après 10 ans, je suis désolée de le dire, même si il y a de plus en plus de personnes. J'ai vu des émissions sur Canal 10 ou autre part, sur des cocoteraies qui sont en train de se mettre en place à Basse-Terre. Mais pour moi, la filière n'est pas organisée dans le sens où on est sur une île et ils ne se disent pas allons travailler en collaboration. Ensemble, exactement. Celui qui fait de l'eau récupère l'eau. Celui qui fait, par exemple, matériaux biosourcés, on en parlait quand on a fait notre émission, récupère la pâche qui est autour. Celui qui fait les bijoux récupère les... C'est ce qu'il faudrait mettre en place. On va les pousser, on va s'en sortir. Créer une industrie pour que, on puisse réduire le coût de la main-d'œuvre, le coût des machines. Mais se dire, celui-là fait sa petite cocoterie à capacité, celui-là, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir comme ça. Et moi-même, en étant cliente, au final, je recherche des fournisseurs qui puissent me donner l'huile de coco validée, analysée, avec les fiches techniques qu'il faut pour respecter l'alimentation cosmétique. On n'a pas ça encore, 10 ans après. Et ce n'est pas faute d'en avoir parlé, faute d'avoir essayé de mettre en place un laboratoire ou une structure qui puisse accompagner les producteurs dans ce sens-là. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, du coup, je suis encore en train de pousser. Là, j'ai eu la chance de rencontrer ma mère rectrice des représentants de l'université. Donc, aller retoquer à la porte pour dire, voici ce que j'ai comme projet depuis 2011. J'ai besoin de telle et telle machine pour pouvoir faire les analyses sur place et pour mettre en avant nos ressources, mais sur le monde, sur le marché international au final. Ben oui, si on est fournisseur, on doit être capable de fournir les documents réglementaires qui sont liés au domaine de la cosmétique. Et ça, on n'est pas encore capable de le faire. Ouais. Alors, je précise que c'est pas plus cher, parce que quand les gens vont à la pharmacie pour acheter toutes les marques qui sont exposées, que je ne vais pas citer, ça les dérange pas de payer 60 € pour acheter un flacon comme ça. On est d'accord. Donc, non, c'est pas plus cher, c'est du travail de bonne qualité. Et c'est parce qu'ils ont l'habitude d'acheter des trucs chinois à 1 €, 2 € que du coup, tu as l'impression que tout est cher, alors que non, quoi. Donc, c'est le rapport qualité-prix normal. Exact. Alors, moi, j'ai une question, parce que justement, on avait fait une émission sur la biodiversité, où vous aviez rencontré la région et le parc naturel national de Guadeloupe. Où ça en est? Vous aviez fait des prises de contact, des échanges de numéros? C'est le but, on essaie vraiment au niveau des émissions de faire pousser le plus possible nos entrepreneurs. Est-ce qu'il y a quelque chose ça a abouti, ça n'a pas abouti? Est-ce que j'ai parlé pour rien? Je déteste parler pour rien. Non, le président du parc a fait exactement ce qu'il avait dit. Et ça, je le remercie. Monsieur Luzy, par contre, franchement. Ouais. Donc, je sais qu'il était présent avec une de ses collaboratrices qui a récupéré tous les coordonnées de tous les entrepreneurs qui étaient sur place. C'est génial. Pour les recevoir. Donc, j'ai été reçue, effectivement. Et je suppose que les choses sont en cours. Après, c'est une question de relance. Il y a eu les élections, il y a eu pas mal de choses entre-temps. Concernant la région, Madame Duflo, je n'ai pas envie d'écorcher son nom, je sais que c'est un nom Madame composé. Gustave dit Duflo. Voilà, merci. Vous n'avez pas eu de contact? Je n'ai pas eu de contact. Alors, à l'époque, en plus, c'est elle qui s'occupait de la biodiversité, surtout que la Guadeloupe venait de mettre en place une structure, une agence pour la biodiversité des Outre-mer. Et une cellule qui s'appelait Croissance Verte, je crois, ou qui s'appelle toujours Croissance Verte. Oui, puisque c'est censé être la politique mise en place, exactement, même au niveau mondial. C'est sûr. J'espère que les choses vont changer. J'ai entendu M. Harry Chalus dire et redire qu'il met tout en branle pour que les informations passent au niveau des chefs d'entreprise. Je ne remets vraiment pas en doute ce qu'il dit. Mais de toute façon, on va le relancer, on va suivre. Et à mon avis, M. Chalus fait tout ce qu'il faut parce que personnellement, dès que j'avais eu... quand j'ai eu un problème, en fait, en dehors du territoire, je n'étais même pas en Guadeloupe, il a toujours été très réactif et très actif. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est les conseillers ou les personnes qui sont censées apporter des informations ou nous orienter vers les formulaires à remplir, si on a besoin d'aide financière, de logistique, d'infrastructure ou quoi. Là, on est tous à la ramasse, en fait. Elles sont pas qualifiées. Il faut l'entendre. On est comme dans le film Astérix. Mais ça, on connaît. L'entendre, ça arrive et jamais, je pense qu'ils ne l'entendent pas. Ouais. Et pour monsieur Chalus, qui est à la tête, du coup,
Lui a l'impression de le faire, mais il ne comprend pas à quel niveau il y a un bug. Et c'est pour ça que nous, le retour qu'on a sur le terrain, c'est que les entreprises se plaignent toute la journée, que les subventions n'arrivent pas, que les dossiers ne sont jamais remplis. Et je rappelle que Bruno Le Maire a sorti un rapport disant que notre argent repart à l'Europe. Donc oui, il y a un problème quelque part. Moi, je ne suis pas la seule. D'ailleurs, on essaie de faire des dossiers chaque année. Alors, soit on est mal orienté, soit on nous donne des formulaires, mais qui datent de 2015 alors qu'on est en 2020. Ça, c'est arrivé aussi. Hein. Tout est là. Je peux raconter toute espèce d'expérience que j'ai pu vivre. Encore, il y a 2 jours encore, je discutais avec un ami entrepreneur dans le milieu associatif. C'est pareil. Il remplit des dossiers et au final, il manque toujours un papier inconnu. Et quand je dis inconnu, c'est que c'est listé. Mais quand on appelle ou on se rapproche pour savoir de quoi il s'agit exactement, la personne qu'on a au bout du fil est incapable de nous dire quel est ce document qu'il faut fournir obligatoirement pour que le dossier soit traité. Là, il y a un problème. Bon, j'ai vu retour au pays. Il y a eu 6 personnes, je crois, qui ont intégré la région. J'espère que ce sont les bonnes personnes pour s'occuper vraiment, être au bon poste et pour s'occuper de tous ces effets-là. De toutes les façons, on saura bientôt. On va commencer peut-être à la rentrée, on va reprendre les émissions pour voir où ça pêche et comment avancer, comment ils vont communiquer dessus. Dernière question très importante. Moi, je vois que pour les pays qui travaillent sur la recherche, ils investissent beaucoup dans tout ce qui est scientifique, dans tout ce qui est ingénieur. Je vous demande, puisque vous avez fait des études d'ingénieur, on doit tout transformer en Guadeloupe et il y a vraiment de l'argent à se faire. C'est-à-dire que tout le monde vient de tous les pays pour prendre nos produits, pour aller faire... Et le faire à notre place. Voilà, je veux dire, la vitamine C, c'est de la cérola, la céréla, c'est la cerise pays. Donc, est-ce que... Non, mais l'autre jour, je disais, on marche sur la tête, mais c'est vraiment ça. Alors que nous, personne n'a de travail, alors qu'il y a des cerises pays qui polluent, qui la terre, tellement ça gâte, ça tombe. C'est ça. Donc... Est-ce que vous pensez... qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de formation, même si je sais qu'on ne peut pas tout faire ici, les jeunes sont obligés de partir, mais est-ce qu'il ne faut pas faire... Je sais qu'il va y avoir un centre médical qui va ouvrir et qui va être très poussé. Dernier modèle, d'ailleurs on a beaucoup de choses, il y a des Guadeloupéens qui ont fait, alors j'ai pas trop envie de dire le nom parce que je me souviens pas, je vais les inviter pour qu'ils puissent en parler, mais par exemple des radios à la télévision où on peut regarder, faire à distance la radio de quelqu'un, les opérations et tout ça. Donc ça, ce sont vraiment des choses poussées qu'on aura vraiment, pour l'instant, on va être à la pointe de la technologie sur ça, donc c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'au niveau de tout ce qui est ingénierie, il faudrait pas investir aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à transformer chez nous. Il y a beaucoup de choses à transformer et là encore on en revient à ce qui existe sur le territoire. Moi, je n'arrête pas de dire aux porteurs de projets qui viennent me voir, qui ont envie de lancer des labos, ça ne sert à rien de faire un mini laboratoire dans chaque commune, en fait. Mais oui. Il en faut un parce que les machines coûtent extrêmement cher. Et si elles sont déjà sur le territoire mais qu'elles ne sont pas rentabilisées, autant mettre en place des conventions avec les entrepreneurs qui en ont besoin pour pouvoir avancer sur les projets et que ces machines soient finalement rentabilisées. J'avais tapé à la porte de l'université il y a 10 ans. Je n'avais pas eu de retour. J'avais fait le CIRAD, la Chambre d'agriculture et l'INRA. Aujourd'hui, je reviens encore et puis j'espère que les choses vont se débloquer et que j'aurai des réponses. Parce que c'est ce qu'il faut faire. À mon avis, entre l'université et tous les centres de recherche agronomiques qui tendent vers la grosse transformation aussi aujourd'hui. Voilà. Et c'est la politique. Donc là, si tous les hommes politiques respectent ce qu'ils ont dit, normalement on devrait aller dans ce sens. On devrait voir des changements. Donc l'idée est de mettre à plat un listing de toutes les machines qui sont à disposition, parce que c'est ce qu'on a besoin de savoir, ce qu'il faudrait rajouter ou pas, et comment mettre en place des conventions avec les entrepreneurs qui en ont besoin et pour avancer en fait sur leur projet. C'est tout ce que je vois là. C'est une question de réorganisation de ce qu'on a déjà sur le territoire. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ma marque. J'ai regardé ce qu'il y avait déjà pour pouvoir avancer. Ça ne sert à rien d'inventer l'eau ou l'eau chaude. Autant faire avec ce qu'on a parce qu'on a énormément de choses. C'est juste qu'on n'arrive pas à distribuer. C'est un autre débat. Mais voilà, faisons avec ce qu'on a sur place. D'accord. Merci beaucoup pour ce petit éclairage. Bonsoir, Monsieur Casimir. Bonsoir. Alors, vous avez entendu tout ça ce soir. On a appris pas mal de choses. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On apprend énormément de choses. C'est très, très intéressant de voir des personnes compétentes qui acquièrent le savoir ailleurs et qui reviennent ici. Et puis, ce que Mme Legros vient de faire à l'instant, c'est de l'opérationnel. On parlait tout à l'heure des démarches administratives. Donc, il y a des personnes qui sont dans une logique administrative. Et puis, il y a l'entrepreneur qui est dans une logique entrepreneuriale. Et c'est compliqué de concilier ces deux mondes. La passerelle est très souvent très difficile et l'entrepreneur, il est dans l'opérationnel, il ne voit pas de résultat, il n'a pas le temps de chercher un papier qui n'existe pas.
Voilà, donc ce que vous disiez sur le fait de clarifier l'état présent, de mettre à plat les ressources disponibles, celles qui sont nécessaires, tout ça, c'est du coaching. Ce que vous avez dit à l'instant, là, les dernières minutes de votre intervention, c'est du coaching. C'est à ce qu'on sert. On sert à ça, en fait, à faire le point sur ce qui existe, ce dont on a besoin, comment le mettre en place dans le cadre d'un plan d'action pour atteindre l'objectif. Et voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, donc c'est le deuxième volet de notre fameuse chronique. Oui, alors nous allons parler d'un sujet qui est un peu abstrait. Alors si Kevin veut bien nous montrer la première diapositive. Alors en quelques minutes, parler des croyances, nous allons parler des croyances. En quelques minutes, c'est compliqué, mais j'ai ce challenge, je crois qu'on va y arriver. Donc si Kevin veut bien montrer la première diapo, puisqu'on avait commencé un cheminement. Eh ben non, on va aller sur le petit... C'est une surprise, donc la confiance en soi, ce sera pour la prochaine fois. Donc ce petit point gris, ce sont les croyances. Alors les croyances, rien à voir avec des croyances religieuses, hein. Il s'agit de croyances que nous avons, donc des pensées que nous considérons comme étant la vérité. C'est-à-dire que nous avons une façon de voir le monde qui est basée sur un système de conviction, de certitude. Ce sont très souvent des croyances qui sont transmises. 80% de nos croyances nous sont transmises lors de notre enfance, de notre éducation, nos parents, à l'école. Et ces croyances conditionnent un peu l'atteinte de nos objectifs. Et j'aimerais alerter toutes les personnes qui souhaitent réfléchir un peu là-dessus, sur ce sujet, sur ces croyances. Alors elles peuvent être collectives. Nous en avons, hein, que nous véhiculons quelquefois nous-mêmes. Les Antillais, nous sommes lents. C'est une croyance collective, nous ne sommes jamais à l'heure. Voilà. Alors que ce n'est pas dans les gènes de quelqu'un ni dans la couleur de peau d'être forcément en retard. Donc ce sont des croyances. Et puis, donc, elles peuvent être également aidantes ou limitantes. Alors nous allons passer à la diapo suivante, s'il te plaît Kevin. Alors là, pas celle-là, celle d'après, s'il te plaît, où tu vois une dame qui est un peu... voilà, donc justement, c'est exactement celle-là. Donc il y a des croyances que nous avons, des visions de la réalité, qui peuvent nous aider ou au contraire qui peuvent nous limiter. Vous constaterez que même les réseaux sociaux travaillent avec ce système de croyances. C'est-à-dire que très souvent nous mettons dans les réseaux sociaux ce en quoi nous croyons et très souvent nous sommes mis en relation avec des personnes qui croient la même chose que nous. Une vérité n'est pas la vérité. Vous pouvez croire en quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et c'est important de le dire aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas toute la vérité. Alors il y a des croyances qui nous aident et des croyances qui nous limitent. Voyons tout d'abord les croyances qui nous aident. Donc ce sont des croyances qui nous aident à mobiliser nos ressources. Donc c'est la dame juste après, qui nous aident à avoir davantage de satisfaction, de motivation. Elles favorisent notre potentiel. Donc si tu veux montrer juste après la diapo 4, s'il te plaît, parce que j'aime beaucoup cette photo. Ce sont des croyances ressources qui nous motivent. Je crois qu'il ne m'entend pas. Qui aident à limiter justement les soucis, les problèmes qu'on peut. Donc vous voyez cette magnifique jeune femme noire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances sur la couleur de peau. Elle n'a pas de souci avec ça. Donc les croyances aidantes favorisent la confiance en nous. Je vous donne quelques exemples. Le travail paye, la perfection n'existe pas, le bonheur ne dépend que de nous, la vie mérite d'être vécue, les échecs sont des étapes du succès, le succès est synonyme de travail, on est ce que l'on fait, les jugements et les critiques sont une perte de temps. Et puis il y en a une très importante, ce que les autres pensent de moi n'influence pas ma vie, ne conditionne pas qui je suis, et le passé ne dicte pas le futur. Donc vous voyez qu'on était sur des croyances positives. Je parle beaucoup, je débite beaucoup, mais prenons le temps, juste avant, excuse-moi, il y a maintenant les croyances limitantes. Excuse-moi Kevin, c'est la jeune femme qui est un peu dans le noir, la diapo 5. Ces croyances, en fait, elles nous limitent. Elles nous empêchent de développer notre plein potentiel, que ce soit dans la sphère personnelle comme professionnelle. Ce sont des convictions, ce sont des phrases qu'on entend, ce sont des mots, ce sont des peurs que nous avons qui nous freinent et qui nous empêchent d'aller plus loin. Il y a beaucoup de personnes qui sont assises chez elles aujourd'hui et qui regardent Madame Legros, qui regardent Madame, j'ai noté son nom, Madame Belmo, et qui se disent « Waouh, c'est extraordinaire ce qu'elles ont fait », mais qui se disent « Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je pense ne jamais pouvoir.
On m'a toujours dit que je ne suis pas doué dans ça ou ça. Je ne suis pas capable de. Bien que j'en ai les capacités, je n'ai pas le droit de. Je suis nul dans tel domaine. Où j'ai absolument besoin de telle chose pour faire telle chose. Ça, les entrepreneurs, ils connaissent ça. Tant qu'on n'a pas l'argent, tant qu'on n'a pas le matériel, on ne peut pas faire. Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Ouais. On l'apprend sur le Je ne peux pas devenir ça parce que si je réussis dans ça, j'ai peur d'avoir, j'ai toujours le problème. Je peux en citer 50 millions. Les téléspectateurs peuvent aller sur Google, taper les croyances limitantes. Il y en a tout un tas. Tout un tas. Encore quelques-unes importantes. Je ne vais pas reprendre des études à mon âge. Ouais, Par exemple, c'est trop tard pour changer, je reste comme je suis. Je dois trouver ma vocation. Tant que je ne l'ai pas trouvée, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Il y en a énormément. Alors maintenant qu'on sait ça, quel est l'impact des croyances sur ce qui nous arrive? Et c'est justement la diapositive juste après que je vous invite à regarder. Quand on a une croyance qui est aidante, vous voyez sur la diapo, donc ça va alimenter des valeurs, des jugements, des interprétations qui vont susciter un comportement. Vous voyez le sens de la flèche? Donc ce comportement-là va être alimenté par nos croyances aidantes. Et ensuite, ça va avoir un impact sur nos relations et enfin sur le résultat final. Mais si on se met dans le cas de la croyance limitante, ah, je ne veux pas partir parce que si je pars, de toute façon, je ne pourrai jamais revenir au pays. Ou bien, quand ils sont là-bas, il y a beaucoup de jeunes diplômés de là-bas qui se disent « mais je ne pourrai jamais rentrer ». Il y a un problème de mentalité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci. Donc, forcément, dans leur comportement, ils ne vont pas chercher de solution à leurs freins. Donc, ils vont agir avec passivité, ils vont agir dans l'habitude, les années vont passer, ils seront bloqués là-bas. Et du coup, ils vont mettre en place des relations, ils auront peu de confiance dans leur retour, et puis, au final, ils ne vont pas rentrer. Ils ne vont pas oser. Donc, vous voyez que ce dont je parle avec... je suis assez posé, moins dynamique que la première fois, mais c'est parce que je veux être beaucoup plus grave. Les croyances, c'est quelque chose, il faut vraiment faire attention à ça. Aujourd'hui, toute notre éducation, tout notre fonctionnement dans ce pays est déterminé par des croyances collectives. Nous sommes en retard de développement par rapport à l'Hexagone, par exemple. C'est une croyance. Voilà. Il y en a des tonnes et des tonnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, finalement? Le plus important, c'est de réussir à identifier ces croyances. Alors, chaque entrepreneur qui nous écoute, ce n'est pas facile. C'est d'ailleurs pour cela que des coachs existent. Il faut un professionnel qui va vous regarder avec objectivité, avec bienveillance, qui va reformuler ce que vous dites, qui va vous confronter à vos croyances. Et là, de vous-même, vous pourrez comprendre les croyances qui vous limitent. Et quelquefois, enfin très souvent, elles sont inconscientes. Donc, il faut le plus souvent faire appel à un professionnel. Sinon, on peut agir par bon sens. Je vous donne un exemple. Je ne vais pas m'en sortir. Alors, je suis complètement crevé, je dois passer dans l'émission de Sabine cet après-midi, je ne vais pas m'en sortir, ce n'est pas possible. La situation n'est pas facile, mais j'ai déjà connu d'autres difficultés. Je vais m'en sortir. On remplace une croyance limitante par une croyance ressource, une croyance aidante. Je vous donne un autre exemple. Les gens ne m'aiment pas. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Ah oui. J'ai certains amis qui m'apprécient parce qu'ils me connaissent. Est-ce que les autres me connaissent? Ou bien je n'ai aucun talent. Ben non, nous avons tous des points forts. À nous de les identifier, de les développer. Ou bien je ne suis pas à la hauteur. Je n'y arrive pas encore, pour le moment. Mais ça va venir si je persévère. Et puis ça va mal se passer. Oh là là, ça va mal se passer. Je suis mort sur le plateau. En plus, je suis avec une ingénieure en chimie, avec quelqu'un qui a travaillé à Amazon. Ça va mal se passer. Eh ben non, je vais traiter les problèmes comme ils arrivent. Voilà. Je ne pars pas perdant d'avance. Donc remplacer des croyances limitantes par des croyances qui nous aident. Et puis, j'aurais maintenant voulu avec vous tous faire un petit exercice pour terminer. Alors, si Kevin veut bien mettre la diapositive numéro 8, on va faire un exercice avec tous les téléspectateurs sur les croyances, tout simplement. Quelque chose de très bête. Alors, j'ai entendu quelque chose une fois Oui. qui m'a fait très mal. Peut-être c'est chance nous pas ni. Et effectivement, quand on fait la situation, tous les téléspectateurs en Guadeloupe, s'il vous plaît, aidez-moi aujourd'hui à lister tous les problèmes que nous avons. Violence, précarité, chômage, quoi d'autre? L'eau, il n'y a pas d'eau. L'eau, Déclassement pour les jeunes. déclassement pour les jeunes, Retour au pollution, assainissement, ça va nous péter à la figure dans pas longtemps. Tout ça, c'est du travail. Hein. C'est clair. C'est du travail pour la jeunesse qui arrive. Hein. C'est la bande, j'allais dire oui. Monsieur Chalus, le président. Non, mais quand on voit la somme de il faut qu'il règle ce problème. quand on voit tout ça et quand on est jeune, on se dit, mais c'est pas possible, quoi.
tous ces problèmes que pour nous, c'est pas possible, il n'y a pas d'issue. Et tout ça, c'est du travail. Il faut transformer ça en protection. Voilà, mais ce sont des active. croyances, mais aujourd'hui, qui poussent des personnes à se déraciner, à partir vivre ailleurs. Et qui poussent d'autres à ne pas revenir vivre sur le lieu où ils ont grandi, où ils ont vécu, où il y a leur culture. Donc, essayons de voir comment, simplement, mais basiquement, comme ferait un enfant, comment déconstruire toutes les croyances qu'on vient de donner. Est-ce qu'on peut voir la diapo suivante? Et on va accélérer parce que sinon je vais dépasser la limite. Ouais. Alors, vous voyez la carte du monde. On aurait pu naître, Sabine, N'importe Jasmina, on aurait pu naître n'importe où sur cette planète. N'importe où. Il y a 800 000 naissances par jour, je crois, ou quelque chose comme ça. On aurait pu naître n'importe où. Il se trouve que la planète, et si on peut aller à la diapo suivante, s'il te plaît, il se trouve que la planète est ainsi faite qu'il y a des zones qui favorisent le développement humain ou qui ralentissent le développement humain. Il y a les zones polaires, c'est très compliqué. Il y a les zones tempérées, c'est très compliqué. Et on l'a appris à l'école, au milieu, il y a la zone intertropicale. C'est-à-dire que si vous devez naître un endroit sur Terre pour avoir toutes les ressources nécessaires pour vous développer, c'est dans cette zone intertropicale, celle qui est en vert. C'est-à-dire que déjà, là, nous bien tombés. Et c'est pour ça que nos cocos et tout sont meilleurs que dans les autres pays. Exactement. On a toutes les ressources puisque tout est là. Avec la Tout ne demande chaleur, qu'à le être truc, utilisé. D'accord. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Kevin. Alors, on voit qu'on a déjà de la chance, nous dit ces chances nous patinent. Et dans toute cette zone intertropicale qui prend la planète entière, il se trouve qu'il y a des joyaux, des minéraux, des pierres précieuses de cette planète qui ont toutes les ressources, géothermie, vent, soleil, mer et autres. Et ce sont les Caraïbes, les Antilles. Et il se trouve que sur toute la planète, on a été sur la zone intertropicale. Et en plus, nous faites dans la Caraïbe. C'est extraordinaire. À pas chance encore, ça nous a gagné au loto. Mais c'est vrai. Et si on peut continuer encore, c'est très bête ce que je dis. Si on peut continuer encore, c'est très simple, je veux dire. Même dans la Caraïbe, On a une... Ouais. même dans la Caraïbe, On est en mieux chance que qu'elle les nous a autres. dit, on est dans l'endroit le plus merveilleux de toute Le la plus Caraïbe. endémique et tout, exactement. On a plus d'espèces Toutes les végétales, îles, animales que toutes les îles d'à côté, par toutes les îles sont comme la Grande Terre ou comme la Basse Terre. Exactement. Nous avons 7 îles, C'est clair. un archipel, une île volcanique, une île calcaire. Tout pousse chez nous. Mhm. Alors, comment peut-on encore se dire, peut-être ces chances nous patinent? Comment on peut encore se dire, on ne peut pas? On ne peut pas développer notre affaire ici. Ce n'est pas possible. On n'a pas la bonne couleur de peau. On n'a pas assez d'éducation. On n'a pas assez de diplômes. Il faut comprendre cela, les identifier et les déconstruire. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes là. Et puis pour la restante, Jean-Jacques Honnête, tout est fait. Génial. Voilà. J'étais dans les temps, cette fois. Super, franchement, super. Et merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a toujours l'appel? Non, je suppose que non, Kevin. Alors, en tout cas, franchement, super chronique. Donc, je suis pressée de voir la prochaine fois. Est-ce qu'on a toujours l'appel, c'est ça? Allô? Allô, est-ce que vous nous entendez? Non? Bon. En tout cas, merci pour cette chronique. Je t'en Donc, prie. je suis pressée d'avoir le prochain thème, Justement, c'est quoi? c'est la dernière diapositive. Alors, on a eu un petit décalage sur les diapos. La dernière diapo, si on peut revenir dessus pour conclure, nous sommes en train de faire un cheminement. Les choix de thèmes n'ont pas été choisis au Au hasard. hasard. On a vu l'estime de soi, le regard que nous avions sur nous-mêmes, l'importance de cette estime de soi. Nous avons vu le petit point gris, donc les croyances. Nous irons la prochaine fois sur la confiance en soi. Donc j'invite tout le monde, si possible, à venir, parce que la confiance en soi, ouais, on en parle, mais concrètement, on va en parler d'une manière plus précise. Et puis on l'a compris, cet iceberg qui représente un peu la construction identitaire. Alors, je l'avais dit lors de la première chronique, il ne faut pas s'arrêter sur le fait que ce soit un iceberg, pas parce qu'elle nous panisse ici, donc il faut nous Jacques critiquer. Oui, on a compris. C'est simplement pour schématiser, parce qu'en fait, vous voyez tout en haut ce que je vois de vous, ce que je vois de Madame Belmo de la Martinique, c'est tout ce qu'on voit en haut, mais tout ce qui est sous l'eau, cela participe. À Voilà. ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, pour savoir, est-ce que la personne est là? Allô? Vous nous entendez? Non? Bon, très bien. Alors, information avant de nous quitter. La Chambre des métiers a le plaisir de vous informer de la signature d'une convention de partenariat entre elle
et la ville de vieux habitants. Donc je suppose que les artisans vieux habitants seront très heureux de l'apprendre. Ça s'est passé aujourd'hui à 10h30 à la salle des délibérations de la ville de vieux habitants. Et cette collaboration a pour objet, entre autres, l'organisation, on en parlait tout à l'heure, de permanence mensuelle dans les locaux mis à la disposition de la Chambre de la ville de vieux habitants pour informer et accompagner les artisans, futurs artisans et demandeurs de formation de toutes les personnes en recherche d'emploi et qui veulent être des futurs artisans. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Bon, voilà, vous avez compris. Vieux habitants, nous là. Bon, maintenant, le syndicat, comme vous savez, professionnel du secteur textile, s'est organisé et le 26 juillet, donc lundi à la fin du mois, vont organiser tout ça et enfin il va pouvoir y avoir une mise en place, une coopération et des choses qui vont se faire avec tous les professionnels du secteur du textile. Donc si vous voulez participer, rapprochez-vous encore. Toujours de la Chambre des métiers, vous pouvez contacter Madame Carabin au 06 90 23 71 29, 06 90 23 71 29. Et pour finir, comme vous le savez, on va vous remettre l'affiche. Le Parc national de Guadeloupe vous invite déjà tous les samedis jusqu'au 14 juillet, il y a Vivation en nous. Et tous les lundis, ils font des événements où vous pouvez aller découvrir un commerçant guadeloupéen. Comme on le sait, le Parc national de Guadeloupe a une... comment ça s'appelle ? Enfin, Esprit Park. Donc voilà, une marque, un espèce, je crois, oh là là, décidément aujourd'hui. Un label, voilà, franchement. Nous sommes tous fatigués aujourd'hui. Ces vacances-là, Mais on y croit. Exactement, un label Esprit Park. Et il développe aussi, que ce soit l'agroalimentation ou bien nos jeunes, ou bien même nos plus vieux, nos plus âgés aussi, qui font des produits locaux. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du Parc national de Guadeloupe, allez sur leurs réseaux sociaux et vous aurez toutes les informations. Moi, de mon côté, oui. Bon, de toute façon, je pars, je vous laisse. Merci. Bonne soirée, je laisse l'antenne à Chicanos. À la semaine prochaine, au revoir à tous.